Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Check-up. Comme tous les mois, on va parler santé et innovation avec à mes côtés Vincent Templard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes toujours président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble, en Isère et dans l'Arc alpin. Merci de nous apporter votre regard d'expert. N'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Et Julie Ségala, bonsoir Julie. Bonsoir. Vous vous occupez toujours de la rubrique Le coin des mômes. Et dans quelques minutes, vous nous conduirez dans un atelier de sophrologie pour les enfants. Si vous avez quelques trucs pour calmer les miens, je prends. Et puis, dans la deuxième partie de Check-up, nous nous pencherons sur le don d'organes et de tissus et son corollaire, la greffe, alors que se tenait au mois de juin la 18e journée nationale de réflexion sur cette question. Mais pour l'instant, je vous propose de nous rendre au Forum 5i qui était consacré cette année au Deep Tech. Et en la matière, la santé n'est pas en reste. Chaque année, le Forum 5i présente sa vitrine technologique. 5i pour innovation, industrie, inclusion, investissement et international. Ça se passe au World Trade Center de Grenoble. 12 prototypes et démonstrations étaient au programme de cette 21e édition qui avait donc choisi de s'intéresser au Deep Tech. Voyez le reportage de Lina Badreddine. Les Deep Tech ne sont pas des startups comme les autres, elles sont définies par plusieurs critères. Parmi eux, des technologies très en avance et innovantes, souvent développées dans des laboratoires académiques. Ces startups sont créées par des chercheurs qui deviennent entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont une grosse culture scientifique, mais ce n'est pas tout. Souvent, les startups Deep Tech, elles ont un portefeuille de brevets très intéressant, très important. C'est leur capacité à créer de nouveaux marchés et à développer une activité et créer de la valeur, souvent à l'international, et également leurs gros besoins de financement qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Magia fait partie des startups sélectionnées. Avec son dispositif Compasseo, elle permet de faire une analyse de sang en 15 minutes, utile pour révéler des maladies comme le sida et les hépatites B et C. La technologie ici, elle repose sur un petit lecteur qui est un microscope simplifié et une cartouche qui intègre la technologie dont Grenoble est spécialiste, qui est du micromagnétisme. Et qui permet en gros de faire un test immunologique en une seule étape à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Imagine, elle travaille sur le contrôle d'un exosquelette de 4 membres qui pourrait être contrôlé par une personne tétraplégique à partir de la mesure et du décodage de son activité cérébrale, cela grâce à une puce intégrée sur le cerveau du patient. Lorsque le patient va par exemple imaginer bouger son bras et voir réaliser un mouvement, cela va générer une activité électrique au niveau de son cortex moteur et ça va permettre d'activer les membres du robot tels que le patient l'a imaginé. Imaginez un 6e I qui pourrait s'ajouter au Forum 5i, innovation, industrie, inclusion, investissement et international. Alors Vincent, ce Forum 5i, c'est la 21e édition et c'est vraiment un événement incontournable. C'est un événement effectivement extrêmement important qui a maintenant une belle réputation, qui permet de réunir entreprises, start-up innovantes, projets qui sont encore en cours d'incubation, notamment au sein de la SAT, la Société d'accélération de transfert technologique, et de faire venir des grands partenaires industriels et des investisseurs qui, bien évidemment, vont financer les développements dont certains vous ont été présentés ce soir. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les 2 sociétés qui ont été présentées dans ce reportage ? C'est 2 beaux exemples, je trouve, effectivement, parmi la douzaine qui a été présentée cette année au Forum 5i, de projets ou d'entreprises qui sont
représentatifs de ce qu'est la deep tech, c'est-à-dire qui font appel à des technologies, ce qu'on va appeler du hard, qui nécessitent effectivement des investissements extrêmement importants pour développer des produits innovants, des produits qui vont souvent changer aussi la façon d'appréhender le marché. Si on pense à Magia, par exemple, sur l'analyse du sang, à partir d'une goutte de sang en 15 minutes, mais on va être sur de l'analyse de sang quasiment demain, ce qu'on appelle au point of care, c'est-à-dire au lieu au domicile ou en cabinet médical, sans passer par un cabinet de biologie, avec des résultats qui vont être extrêmement plus rapides. Le projet, effectivement, sur l'exosquelette, on sait avec le professeur Louis Amin Benhabid, c'est un des projets au sein de Clinatech, et cette clinique qui dépend à la fois du CHU, mais qui est dans l'enceinte du CEA, et qui développe effectivement de nouvelles applications, quoi. C'est quelque part pouvoir commander un exosquelette simplement par les impulsions électriques du cerveau. Il y a aujourd'hui des très gros progrès en la matière, mais on comprend aussi que ce sont des projets qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Voilà, c'est ça, Deep Tech. Avec ce terme, il y a également des fonds très importants. C'est parce que c'est très long, parce que ça emploie beaucoup de personnes. Pour quelles raisons ? Alors, effectivement, d'abord, Deep Tech, c'est vraiment ce qui est technologie profonde, c'est-à-dire que souvent ce sont des entreprises qui ont des portefeuilles de brevets importants, donc ce sont des années déjà de développement, de recherche et développement en amont, et puis une fois qu'il y a une preuve de concept, amener cette preuve de concept à un produit, je pense par exemple à Magia sur la phase commerciale, ce sont effectivement des investissements qui sont extrêmement lourds, d'autant plus que là, les deux exemples qui vous sont donnés sont des exemples dans le domaine médical. Donc il y a encore une barrière, j'allais dire, à l'entrée. On comprend bien que même la notion de fiabilité du dispositif, on n'est pas dans d'autres domaines de grande consommation. Oui, on peut être un peu plus juste. Là, il faut quand même être assez précis. On peut avoir un certain défaut. Là, voilà. Il n'en faut pas. Donc, ce sont des phases, effectivement, sur le plan de l'investissement, du développement du produit, qui peuvent coûter des millions, voire des dizaines de millions d'euros pour arriver à mettre le produit sur le marché. Alors, on imagine que c'est un environnement dans lequel on est sans doute soumis à pas mal de pression, un peu stressant. On pourrait peut-être conseiller aux jeunes créateurs d'entreprises de tester la sophrologie. Et voilà. Et quand on commence tôt, c'est encore mieux. C'est ce que vous allez nous raconter tout de suite, Julie. Direction le coin des mômes. On se calme, ce pourrait être le mot d'ordre de votre chronique ce mois-ci, Julie. Et oui, alors des pieds qui tapent, des portes qui claquent, des cris qui fusent ou des objets qui volent. Alors pas de doute, votre enfant est en colère et il vous le demande. C'est un enfant. Alors pas de panique, les crises de colère pour tous les bouts de chou. C'est normal, ils en font tous avec plus ou moins d'intensité, bien sûr. Malheureusement, ça fait partie du développement normal de l'enfant, particulièrement vers 18 mois, quand il commence à développer son autonomie. J'en sais quelque chose. Pour les plus petits, gérer les émotions, alors c'est très compliqué. Quant à nous, adultes, on se sent souvent démunis. C'est là donc qu'intervient la sophrologie, connaître ses émotions. Savoir les identifier dans son corps et dans sa tête, c'est l'ambition de l'atelier La Bulle des émotions, guidé par Delphine, une sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Maë, Solène, Nils et les autres ont tenté ce matin-là d'apaiser leur colère en utilisant des outils simples et ludiques. Si on choisit la bleue, c'est qu'on est comment ? Tristesse. C'est ça. La bleue, c'est la tristesse. Vous voyez pourquoi ? Parce que la bouche, il fait la bouche à l'envers. Joie, peur, tristesse, angoisse, mettre des mots sur des émotions, pas facile quand on est petit. Alors aujourd'hui, Solène, Victor, Hugo et Maë vont découvrir les petites astuces de Delphine, la sophrologue, pour mieux les identifier et apprendre à les apprivoiser. Au programme de l'atelier, la colère. Ma plus grande colère, c'est quand l'on dit que mon petit frère m'agace. C'est quand il me tape. Quand mes copains m'embêtent à l'école. Inspirée par diverses pratiques comme le yoga et l'hypnose, la sophrologie permet de reconnecter le corps à l'esprit. Par des exercices ludiques, les enfants prennent conscience de leur corps pour évacuer les tensions, les peurs ou encore la colère, des super pouvoirs qu'ils pourront ensuite utiliser dans leur vie de tous les jours. On imagine les grosses valises à soucis, on prend l'air dans son nez. Allez, on secoue les valises, on secoue les soucis et on les jette par terre.
Donc on a des plumes, on a des balles parfois, et puis surtout on utilise beaucoup son corps, beaucoup de jeux avec son corps pour pouvoir évacuer tout ce qui est à l'intérieur, parce que quand on vit des émotions, on les ressent, ça prend de la place dans notre corps, et puis il faut aller décharger la tension. Les épaules, les bras, la tête, le ventre, les jambes, jusqu'au bout des pieds, on tient bien ce spaghetti cru tout dur. Tout le monde est le spaghetti cru tout dur? Allez, on souffle un grand coup. On vient le spaghetti cuit. Un atelier réservé aux enfants de 5 à 11 ans qui aide aussi des parents parfois décontenancés face au comportement de leur bambin. Je trouvais important à son âge de lui donner des moyens de gérer sa colère, déjà d'arriver à l'identifier, les signes pour lui quand est-ce qu'il rentre en colère et comment la gérer. Et je trouve très intéressant sur des petits ateliers pratiques avec des exercices de leur donner ces outils-là. Je trouve que c'est important, dès leur plus jeune âge, de faire en sorte qu'ils arrivent à exprimer leurs émotions, à se libérer, puis se comprendre en fait. Tu peux maintenant penser à quelque chose qui te fait du bien. Ça va vraiment être d'aller vers un mieux-être quotidien. Et moi, quand je l'explique aux enfants, c'est vraiment pouvoir se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, parce que tout est lié. Donc on fait vraiment ce travail-là, de mettre en lien le corps, la tête, les émotions, le stress, la confiance, tout ce tout ce qui peut nous prendre un petit peu de place et nous mettre un peu en difficulté là, dans notre relation aux autres ou dans notre relation à la vie. Une fois le corps bien détendu, la tête vidée de toutes ces émotions négatives, place au dessin et à la créativité, une cocotte des émotions colorées et personnalisées que les enfants rapporteront à la maison pour qui sait aider toute la famille à gérer ses colères. Allez, on fait tous le spaghetti tout dur et on devient le spaghetti tout mou. Voilà, ça va mieux, hein. On s'y sent. La différence est... Alors, le concept de bulle des émotions est unique dans l'agglomération. En plus de la colère, il y a aussi des ateliers sur le calme et la confiance. Comme je l'ai précisé dans le sujet, Delphine ne s'adresse pour le moment qu'aux enfants de 5 à 11 ans. Mais bonne nouvelle, une version bout de chou est en préparation. Et puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle sera cet été parc Paul Mistral pour l'édition 2018 de l'été au parc avec des ateliers découvertes gratuits. Et elles, de la colère, elles n'en ont pas, bien au contraire. On prend des nouvelles des sages-femmes de la clinique mutualiste de Grenoble et de leur projet de crowdfunding. Oui, je vous en parlais le mois dernier. L'équipe de sages-femmes de la maternité de la Mute lançait alors son projet Naître en famille sur la plateforme de financement participatif Cocorico. Alors l'idée en quelques mots, c'est de récolter 9 000 € pour acheter des lits doubles et des lits cododo pour permettre aux jeunes parents de créer un lien charnel très fort avec leur enfant dès la naissance. Eh bien, bonne nouvelle, elles ont atteint leur premier objectif de collecte, soit plus de 2 500 € grâce à une trentaine de soutiens, ce qui veut dire qu'elles pourront équiper l'une des chambres avec un berceau cododo. Alors l'objectif final de 9 000 € est encore loin d'être atteint, alors il faut qu'on se mobilise. Leur initiative pourrait faire des petits dans toutes les maternités de Grenoble, et puis en plus chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%. L'été est arrivé, emmenant dans ses valises le soleil et la chaleur. On sort donc les tenues légères et la crème solaire, mais pas n'importe laquelle. Et oui, gare aux perturbateurs endocriniens, aux allergènes et aux substances irritantes. La peau de nos chères têtes blondes est fragile, alors il faut bien choisir sa crème solaire. Alors soyons honnêtes, déchiffrer la liste des ingrédients, c'est un peu mission impossible. Alors pour vous aider, l'UFC Que Choisir publie sur son site une grande enquête sur les produits cosmétiques à éviter. Déodorants, produits pour bébés et enfants, soins du corps et bien sûr produits solaires. Des milliers de produits notés de A pour aucun risque à D, risque significatif pour 3 catégories de public, tout petits, enfants et adolescents et adultes, référencés selon les molécules toxiques à éviter. C'est un peu laborieux, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Alors je vous rassure, l'UFC Que Choisir a développé une application mobile gratuite pour aller plus vite. Ça s'appelle Quel Cosmétique et il vous suffit de scanner le code barre du produit concerné pour connaître sa dangerosité ou non. Le petit plus, si le produit est classé à risque, l'appli propose une liste de produits alternatifs sans risque. Merci Julie, on se sent beaucoup mieux, mais de toute façon pour éviter les coups de soleil, on ne se met pas au soleil et surtout pas entre midi et 14h. Voilà, 16h même. Voilà, c'est pour ça que je sens une petite rougeur. 16h faisant 14h au soleil. Voilà, on y arrive. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Nous sommes de retour dans Check-up, toujours avec Vincent Templard, président de Medicalps, pour aborder dans un instant le sujet des dons et greffes d'organes et de tissus. Je vous présente nos invités juste après ça. Dans l'Égypte antique, chez les morts des classes supérieures, certains organes étaient retirés et disposés dans des vases à côté de la momie. Le cœur, lui, pouvait être pesé pour révéler la valeur de l'âme du défunt. En quelques siècles, les choses ont légèrement changé. La médecine moderne sait depuis moins d'un siècle prélever des organes de personnes mortes pour les transplanter à des vivants. De nos jours, certains tissus et organes peuvent même être transplantés depuis des donneurs vivants, sous certaines conditions bien sûr. Des sujets que l'on va aborder avec vous, Ludivine Briançon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait don il y a quelque temps de votre moelle osseuse. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix et comment ça s'est passé. Nous accueillons également deux praticiens du CHU Grenoble-Alpes, le docteur Marc Padilla. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes responsable coordination des prélèvements d'organes et de tissus et néphrologue, tout comme le docteur Paolo Malvesi. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes donc spécialiste des maladies de rein, comme le docteur Jean Hamburger, on dit comme ça, oui. Pape de la transplantation rénale et père du chanteur Michel Berger, et comme le célèbre docteur Grégory House. J'espère que vous êtes quand même un peu plus sympa avec vos patients. Voilà, on peut fermer la parenthèse, on leur demandera. Avant de rentrer dans la technique, je voulais qu'on fasse un point sur la législation en la matière avec vous, docteur Padilla. Il existe 3 principes qui reposent sur la loi de bioéthique, c'est bien ça? Oui, alors ces 3 principes sont d'une part le fait qu'on est tous donneurs supposés. Le deuxième, c'est que le don doit être gratuit. Et cette gratuité du don donc, fait qu'on ne peut retirer aucun bénéfice de ce geste. Et le troisième, c'est l'anonymat entre le donneur et le receveur. Voilà. Ça, c'est donc le principe. Vincent, vous souhaitiez poser une question? Alors, on continue. Depuis le 1er janvier 2017, un décret a apporté des précisions parce qu'il était important de préciser certaines choses. Alors voilà, ce décret apporte principalement comme précision les modalités du refus. Il garde le fait qu'on soit tous donneurs par défaut. Et maintenant, si on s'oppose au don d'organes, on peut on a simplifié les modalités d'inscription sur le registre national des refus, ou on peut simplement le notifier sur un document qui est soit gardé sur soi, soit remis à ses proches, soit inséré avec les directives anticipées, et qui fait acte du refus, de son refus au don d'organes. Alors le registre, on peut s'inscrire sur Internet. Sur Internet, alors avant c'était sur papier uniquement, et maintenant c'est sur Internet, avec sur le site de l'Agence de la biomédecine, on trouve le moyen et le lien pour s'inscrire sur le registre des refus. Alors si je comprends bien, ça ne sert à rien d'avoir sur soi une petite carte « je suis d'accord pour donner mes organes ». Si, parce qu'en cas de décès, c'est toujours un argument pour faire valoir et pour discuter avec la famille, pour montrer quelles étaient les volontés du défunt. Et c'est important de pouvoir aller dans le sens des volontés du défunt. Parce qu'eux-mêmes peuvent, même si c'est le principe, dire non, c'est pas vrai? Alors, si on a on est toujours obligé d'aller rechercher la position du patient qui est décédé. Donc, si on peut changer d'avis, donc c'est pour ça que même si on a une carte de donneur, on va quand même s'enquérir auprès de la famille si c'était toujours les volontés actuelles du patient. Mais dans le doute, on prélève? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, si la famille nous dit que le patient était opposé, à ce moment-là, on prendra en compte ce que nous dit la famille et ce sera notifié par écrit. Même s'il n'y a pas de document écrit, même s'il n'y a pas de refus écrit. S'il n'y a pas de refus écrit, il faut que la famille signe un papier disant dans telles conditions, monsieur ou madame untel s'est opposé au don d'organes, a fait état de son opposition au don d'organes. Il y a des pays où c'est différent à votre connaissance? Oui, il y a des pays où on s'inscrit sur une liste de dons d'organes. Donc on est donneur, on déclare le fait qu'on soit donneur volontaire, alors qu'en France, on déclare le fait qu'on soit opposé au don. Mais finalement, ça ne change pas beaucoup de choses dans les faits. Le principe a des exceptions, on va dire. Alors, quels sont les organes et les tissus que l'on peut donner? Alors, chez le donneur en mort encéphalique, qui est le cas le plus général, on peut prélever absolument tous les organes, donc cœur, poumon, foie, rein. C'est quand même les plus fréquemment prélevés. Ensuite, on peut prélever la peau, on peut prélever les vaisseaux, on peut prélever les cornets. Voilà, ça c'est. Après, j'ai le pancréas, puis il y a tout le bloc intestinal. On
les os, on peut également prélever les os. Voilà, l'échantillon. Est-ce que n'importe quelle mort permet de prélever des organes? N'importe quelle mort, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors j'imagine un accident, on prend un pieu dans le cœur, on ne peut plus avoir, on peut plus donner son cœur, mais est-ce que c'est simplement les morts cérébrales ou il peut y avoir d'autres? Alors, la mort cérébrale, c'est un cas particulier. Pour les autres décès, la mort en arrêt cardiaque, à ce moment-là, on peut prélever certains organes. Alors, les tissus, ça ne change pas. Et pour ce qui est des organes, c'est essentiellement les reins qui sont prélevés. Et puis après, il y a un autre cas de figure qui sont les patients en arrêt de soins. Pour qui on peut prélever le foie, on peut prélever les poumons et dans certains pays on peut prélever également le cœur. Alors c'est quoi ce programme don en cas d'arrêt de soins? Alors actuellement dans les services de réanimation, quand les patients sont hors ressources thérapeutiques, il y a des décisions d'arrêt de soins qui sont posées et qui sont construites par les réanimations avec les familles. On explique aux familles qu'on arrive dans une impasse, que continuer les soins, ce serait verser dans l'acharnement thérapeutique et donc on décide d'arrêter les soins et c'est une décision qui est expliquée, qui est exposée, qui est expliquée à la famille et qui est acceptée par la famille. Ça doit être une décision qui est collégiale, c'est-à-dire c'est tout le service qui se positionne là-dessus et c'est une décision qui doit se faire avec un intervenant extérieur qui confirme qu'effectivement il n'y a aucun espoir pour ce patient-là. Donc actuellement ce qui se passe c'est qu'on arrête les soins et le patient décède. La nouveauté, c'est depuis 2015, c'est que dans ce cadre-là, on peut proposer dans un deuxième temps, de réaliser un don d'organes. Et à ce moment-là, on peut prélever rein, foie et... Alors, heureusement, il y a aussi des dons de donneurs vivants. Ludivine Briançon, vous en êtes un exemple. Et vous avez fait un don de moelle osseuse en janvier dernier. Pour quelle raison? Je me suis inscrite sur les listes par connaissance autour de moi l'année dernière. Et j'ai été appelée assez rapidement en septembre. Il y a eu plusieurs phases d'examen pour être sûr de la compatibilité. Et après, en janvier, il y a eu le prélèvement. Alors ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Ça se fait où? Alors ça commence assez tôt parce qu'on doit faire plusieurs examens de notre côté pour vérifier qu'on n'a aucune contre-indication. On a des prises de sang, j'ai une échographie, c'est bien géré. Des rencontres avec des médecins qui nous expliquent tout le déroulé. On doit aussi passer au tribunal pour signer notre accord. C'est important quand même. Et après, on a le prélèvement qui se fait donc, à l'EFS, donc à Grenoble. Français du sang à la tronche, en face de l'hôpital Nord. Au même endroit que ceux qui donnent le sang. C'est pas dans la même salle, c'est juste en face. Et on se rend là-bas. Ça dure une bonne matinée. S'il y a besoin, on revient le lendemain pour faire un second prélèvement. Et après... on rentre chez nous et c'est terminé. Pourquoi vous avez décidé de donner? Ça paraissait évident parce que moi, je me dis pas du jour au lendemain, tiens, je vais donner. Alors moi, c'est exactement ce que vous dites. J'ai toujours voulu me donner, que ce soit le sang ou la moelle osseuse. Après, c'est plus dans mon entourage, j'ai entendu quelqu'un qui était atteint d'une leucémie et qui avait donc besoin de ce don pour guérir. Et c'est là où ça m'a poussée à m'inscrire sur ces listes. Avec ma famille, j'étais pas toute seule, donc c'était vraiment dans une démarche, il y a quelque chose qui m'a forcée à le faire. Est-ce que ça fait mal? Alors, il y a deux méthodes de prélèvement pour le don de moelle osseuse. Il y a le prélèvement directement où on va le chercher, ou le prélèvement périphérique, ce qui a été dans mon cas. Donc on va dire que douloureux, non. Peut-être plus fatigant et long, parce que le prélèvement lui-même a duré 4 heures. Donc il faut rester 4 heures sur place à subir, entre guillemets, le prélèvement. Et est-ce que vous savez à qui va votre moelle osseuse? Non, absolument pas. Je ne sais pas si c'est une fille, un garçon. Je ne sais pas le pays non plus. C'est dans l'anonymat total. Les tissus et les organes peuvent voyager en dehors de la France? La moelle, oui. Pour ce qui est des organes, en général, la pénurie est telle que ça reste sur le territoire national. Après, il y a des exceptions sur les greffes pédiatriques. S'il y a un enfant qui a besoin d'organes dans une région géographique très proche, très limitée, ça peut s'échanger. Oui, donc on peut imaginer qu'ici, on pourrait aller jusqu'en Italie. Oui, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment très exceptionnel. Est-ce que Ludivine, vous envisagez de donner de nouveau?
Alors j'ai vérifié, je ne peux pas donner une seconde fois de manière aléatoire. Je peux donner dans le cas où il y a quelqu'un dans ma famille avec qui je suis compatible et qui en a besoin, ou pour le receveur à qui j'ai déjà donné, s'il y a besoin d'un second don. Est-ce que le fait d'avoir donné, vous en tirez peut-être une certaine fierté? Vous avez l'impression de vous être rendu utile? Fierté, je sais pas, satisfaction quand même. Je me dis, c'est pas sur le moment même que j'ai réalisé ce que j'ai fait, c'est plus en discutant avec les gens qui justement ont peur de s'inscrire sur les listes, en leur expliquant, en les incitant à s'inscrire, que je me dis oui, j'ai quand même franchi un cap. Et... Oui, puis finalement c'était une demi-journée, c'est pas si compliqué. Et, ça m'a pas arrêté dans ma vie quotidienne. Et tout le monde peut le faire. Donc là, vous le disiez, il faut s'inscrire sur une liste, contrairement, au don d'organes. Il y a une liste qui existe. La greffe la plus pratiquée, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est la greffe de cornée. La greffe de cornée. Oui, la greffe la plus pratiquée. Il y a plus de 5000 greffes de cornée qui sont faites chaque année en France, contre 6105 greffes d'organes l'année dernière, tout organe confondu. Donc si on prend un seul organe, c'est la greffe de rein. Il y a une 3600, 3700, 3600, voilà. Et au CHU, et 5000 greffes de cornée. Et au CHU, donc en greffe de cornée, 203 greffes de cornée et 152 greffes de rein l'année dernière. Alors pour voir à quoi ça ressemble, une greffe de rein, une transplantation rénale, je vous propose de voir ce reportage d'Olivier Escalon tourné récemment au CHU. L'insuffisance rénale chronique augmente partout dans le monde et avec elle la nécessité de trouver des reins sains à greffer aux malades. Pour répondre à ce besoin, les équipes du CHU de Grenoble sont amenées à proposer le don du vivant à la famille du patient, c'est-à-dire le don d'un rein par un proche. À l'hôpital Michalon, 2 salles d'opération jumelles permettent de mener ce type d'intervention. Pendant que le chirurgien greffeur prépare le patient à recevoir le rein, un chirurgien prélève l'organe sur le donneur dans la salle voisine. Donc la première intervention, ça a consisté par voie cœlioscopique à préparer le rein, ensuite à sectionner l'artère, la veine et l'urtère, et à extraire le rein par une incision basse de l'abdomen, dans un but esthétique et dans un but d'éviter les douleurs post-opératoires. Il faut environ 1h30 pour libérer la totalité du rein. Du moment où l'artère qui irrigue l'organe est clampée, c'est-à-dire que son débit est coupé, il faut réaliser la transplantation le plus vite possible. Les organes ont besoin d'être vascularisés pour vivre. Une fois le rein prélevé, il est déposé sur un lit de glace, puis le chirurgien greffeur l'emporte auprès du futur greffé. Le greffon est encore plein d'une petite quantité de sang qu'il faut évacuer à l'aide d'un produit anticoagulant pour éviter la formation de caillots. La greffe peut ensuite commencer, une opération de couture minutieuse réalisée à l'aide d'un fil plus fin qu'un cheveu. L'intervention, ça consiste à rebrancher les vaisseaux du rein, son artère, sa veine, pour que le circuit sanguin soit complet et que le sang puisse être filtré à l'intérieur du rein. L'étape ultime, c'est de brancher la voie excrétrice urinaire, c'est-à-dire le tuyau de l'urtère, qui va être connecté entre le rein et la vessie pour évacuer désormais les urines dans ce circuit fermé. On ne change pas les reins d'origine restent en place, on rajoute le rein à un autre endroit situé dans le pelvis, branché sur des gros vaisseaux qui vont à la jambe. Le CHU de Grenoble a réalisé 152 transplantations en 2017, dont une cinquantaine de prélèvements aux donneurs vivants. Une transplantation, c'est un peu une course contre la montre, Marc Padilla? Oui, puisqu'on doit... en fait, on a un temps limité pour pouvoir regreffer un organe et ça dépend de l'organe qu'on greffe. Un cœur, c'est 4 à 5 heures entre le moment où il est prélevé et le moment où il est rebranché. Et un cœur peut voyager de la Bretagne jusqu'à Grenoble. Un poumon, c'est 8 heures maximum. Le foie, c'est une dizaine d'heures. Et puis le rein, c'est 15, 18 heures jusqu'à 24 heures. Donc c'est maximum. Comment on les fait voyager, ces organes? Alors, on a des jets qui traversent la France pour aller chercher des organes. Sinon, pour les reins, ils voyagent seuls avec les compagnies ferroviaires ou les compagnies avec un petit truc autour en fonction des grèves. Hein. Et donc, ils voyagent en ambiance froide, c'est-à-dire qu'il y a de la glace autour, effectivement, ou alors sur machine, puisqu'on a des machines à perfusion rénale et qui entretiennent une circulation dans l'organe. Et c'est la machine qui est transportée.
Alors, il faut donc aller très vite. Et ce qu'on ne voit pas sur les images, mais ce que vous me disiez avant l'enregistrement, docteur Malvesi, c'est que le chirurgien va aussi masser le rein. Pourquoi faire ? Oui, il y a toute une phase on a vu tout à l'heure sur le reportage, où effectivement le rein est préparé et le rein a subi toute une préparation minutieuse de ses vaisseaux, mais aussi le rein est massé pour éliminer tout caillot qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il est lavé du sang du donneur et pour après être greffé chez le receveur. Alors le receveur a parfois, souvent, c'est un rein malade. Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse Oui. Les reins, c'est différent d'autres organes. La greffe de rein est faite avec un rein qui sera rajouté dans un autre endroit où normalement il n'est pas habitué à être, en fosse iliaque. Donc la personne se retrouve avec 3 reins. Et les 2 reins qui ne marchent plus, ils vont doucement devenir tout petits et plus marcher. Donc voilà. Alors vous intervenez surtout avant et après. Ouais. Le plus grand risque quand on parle de greffe, c'est le rejet. Tout le monde ne peut pas recevoir un organe de n'importe qui. Oui, ça a été dès le début de la transplantation. La grosse barrière, c'est la barrière immunologique. Ça veut dire qu'on n'est pas tous semblables et donc notre corps est très, très efficace à détruire ce qui n'est pas nous. Donc, ça s'appelle rejet. Et cette réaction immunologique fait que si on greffait un rein sans préparation ou sans traitement anti-rejet, il serait détruit par notre système immunitaire. Et donc, sauf dans le cas où on a un donneur qui est jumeau identique à nous-mêmes, alors là, il n'y a pas besoin d'immunosuppression. Mais sinon, on a besoin d'un traitement anti-rejet que le patient prend toute la vie de sa greffe. Et avant, il le prend combien de temps avant ? Avant, il ne le prend pas, c'est quand il y a un donneur décédé, par exemple, on n'a pas le temps, donc on ne peut pas préparer, et donc on induit l'immunosuppression avec des fortes doses de médicaments juste avant. Les heures avant, ça commence, mais même pas des heures, des minutes avant. Et puis, c'est par contre poursuivi après. Alors, donc, il y a les donneurs sur donneur vivant, sur donneur mort. Est-ce que c'est la même chose de recevoir un rein d'un donneur vivant, d'un donneur décédé ? Non, c'est pas du tout la même chose. Recevoir un rein de donneur décédé implique prendre un rein de quelqu'un qui est décédé, donc qui a eu un problème. Ce que je dis chaque fois, il y a une énorme différence à recevoir un rein d'une personne qui est vivante, en pleine santé, et donc avoir un rein parfaitement sain, et un rein qui vient de quelqu'un qui est décédé. Donc c'est sûr que pour le receveur, le mieux, c'est le rein donneur vivant. C'est un rein qui va durer plus longtemps. Donc la vie d'un rein greffé n'est pas infinie, malheureusement. La vie moyenne d'un rein à partir de donneur décédé, c'est d'une quinzaine d'années, 15-16 ans. Après, il y a des cas exceptionnels où on a des patients qui ont 30-40 ans de survie rénale, mais ça reste malheureusement une exception. Et un rein à partir de donneur vivant dure plutôt bien plus longtemps, 22 ans. Ça, c'est la moyenne. Donc, c'est plutôt bon. Alors, depuis 2015, le CHU pratique avec succès la transplantation de donneurs à receveurs non compatibles. On va regarder le témoignage d'un couple de Visil. C'est un sujet de Charlotte Faulkner et Lina Badreddine. À 71 ans, Léonard a reçu l'un des plus beaux cadeaux que sa femme pouvait lui offrir, un rein. En 2003, le Visillois a sa première greffe rénale, une greffe qui a duré 11 ans. En 2014, c'est donc retour par la case dialyse pour Léonard. Ça fait déjà 3 ans et demi que je dialysais et je commençais à en avoir marre. Donc mon fils, qui habite là, Stéphane, me dit « Pas, je te donne un rein ». J'ai dit « Bon, écoute, moi, ça m'ennuie un peu ». Devant le docteur Malvesi, j'ai dit non, je ne peux pas prendre le rein de mon fils. Moi, ma vie, elle est faite. Mais mon fils a 47 ans. Je ne peux pas, il a des enfants, une épouse. Donc j'ai refusé le rein de mon fils. Après son refus et suite à un rendez-vous avec le professeur Lionel Rostin, on lui évoque alors la possibilité d'une greffe incompatible avec sa femme, un choix que Nicole n'a pas mis longtemps à prendre. Je suis descendue au bureau sur l'ordi. Et j'ai tapé Lionel Rostin. Et là, sur l'ordi, il y a une petite vidéo où il explique sa méthode. Donc j'ai un peu réfléchi. Puis je suis montée, je suis remontée à la maison. Je lui ai dit, si tu veux, je te donne un rein. Et la machine s'est mise en route.
Recevoir le rein de sa femme, un cadeau inestimable pour Léonard. Bon, je lui ai bien dit, tu réfléchis, hein, parce que bon, c'est quand même... Non, c'est tout réfléchi, je suis d'accord. Donc j'ai revu le professeur Rostam, il m'a fallu me préparer pendant 1 mois pour essayer de m'approcher un peu plus de la compatibilité de mon épouse. Mais je crois que c'est là où j'ai le plus souffert, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Mais ça a été... ça m'a quand même travaillé. Hein. Parce que je me suis dit, s'il arrive quoi que ce soit à mon épouse, là, je m'en voudrais toute ma vie, là. Plus de 6 mois après l'intervention, ils se portent bien tous les deux malgré quelques coups de fatigue. Et s'ils ont décidé de raconter leur histoire, c'est pour que cette opération devienne plus connue du grand public. Alors, docteur Malvesi, monsieur Malkandji, dans le reportage, nous dit que ça a été très dur avant. Pourquoi ? Parce que l'histoire de monsieur Malkandji est une histoire assez intéressante et différente. C'est une greffe HLA incompatible qu'il a reçue. Ça veut dire que pendant sa vie antérieure, avant la greffe, il avait développé des anticorps contre la carte d'identité génétique de sa femme, son épouse. En pratique, si on avait greffé le rein de son épouse sans rien faire, il aurait certainement rejeté, mais malgré les traitements immunosuppresseurs. Parce que les anticorps, qui sont ceux qui nous protègent de la varicelle ou de toute infection, si vous avez un anticorps contre le greffon, bien sûr, il va être détruit très rapidement. Donc l'objectif dans ce type de greffe, c'est de préparer le donneur en lui enlevant ses anticorps. Et grâce à des techniques qui s'appellent aphérèse, qui se font pendant les séances de dialyse que le patient fait, on enlève ces anticorps de façon itérée. Donc pendant 1 mois, M. Malkandji a effectivement eu tous ces séances d'aphérèse, une préparation qui est longue, qui est très difficile, très dure, parce que c'est fatigant. Ça veut dire venir à l'hôpital 3 fois par semaine, subir pas seulement la dialyse, mais aussi ces autres séances. Et puis le patient est effectivement fragilisé, parce qu'on lui enlève tous les anticorps, y compris ceux contre les bactéries, contre le virus. Donc il faut le protéger, il faut mettre en place toutes ces techniques qui ne se font pas partout. Et c'est une des spécificités de Grenoble et de quelques autres centres en France, faire ces greffes incompatibles qui permettent après, par contre, une grande satisfaction de voir le patient heureux et vivre une vie normale surtout. Est-ce que ce sont des techniques qui demain pourront être appliquées à d'autres organes que le rein ? C'est possible. Pour l'instant, on a besoin d'un temps de préparation. Donc, il faut des greffes qui puissent se faire, type une greffe donneur vivant, une greffe programmée. Donc, greffe donneur décédé, c'est compliqué parce qu'il faut courir, comme on vient de dire. Désimmuniser quelqu'un à l'arrache, c'est très compliqué. Et puis, les autres greffes se font souvent dans un contexte d'urgence. Il y a une greffe hépatique ou cardiaque, on n'a pas d'autre solution. Est-ce que là, il y a la dialyse en repli qui permet justement d'instaurer toutes ces techniques de désimmunisation. Donc là, ces techniques permettent de faire la chose la plus simple maintenant, c'est la greffe ABO incompatible. Ça veut dire qu'avant, on attendait un greffon qui était du même groupe sanguin ou d'un groupe sanguin compatible. Et là, maintenant, avec ces techniques, on peut faire facilement des greffes ABO incompatibles. Ça veut dire des greffes, vous êtes n'importe quel groupe sanguin, vous donnez un autre groupe sanguin complètement différent. Là, du coup, il n'y a plus de confidentialité du donneur. Oui, voilà, c'est sûr. Mais ça, on le fait en donneur vivant. Donc là, c'est un don dirigé. Ça veut dire que l'épouse qui donne, l'ami qui donne, ou un parent le frère, pour un enfant peut donner aussi, même si la taille de l'organe n'est pas le même. Oui. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui va jouer dans les greffes pédiatriques, alors moins dans le greffe rénal, parce qu'à moins que ce soit un jeune enfant, mais c'est la morphologie de l'organe et la morphologie du receveur. Et là, le donneur et le receveur sont encore suivis, ils ont encore un traitement important, les deux ? Le donneur n'a aucun traitement. Donc, donner un rein se fait, on permet le don du rein uniquement à des personnes qui, on sait, sont parfaits en termes de santé. Malgré l'âge, c'était pas un obstacle ? Pour leur âge. Donc, l'idée, c'est que enlever le rein n'apporte pas de préjudice à la santé future. Bien sûr, il y a une phase où il y a une intervention avec les
quelques petits risques qui existent pour l'intervention chirurgicale qu'on ne cache pas au donneur. D'ailleurs, le donneur doit aller signer devant un juge, devant un comité. Donc il y a tout un processus très, très réglementaire pour donner un rein et pour assurer qu'il y a une sécurité du don. Et puis derrière, ils sont suivis. Mais bien moins que le receveur qui est soumis par contre à un traitement anti-rejet à long terme et qui donc est entre guillemets encore un peu malade. Ça peut être une solution pour le manque de donneurs parce que clairement il n'y a pas assez de donneurs. Il n'y a pas assez de donneurs et c'est clairement la solution, en tout cas en ce qui concerne la greffe rénale, puisque l'année dernière on a fait en France 1700 prélèvements en donneurs décédés. Et qu'il y a eu plus de 23 000 patients qui ont été inscrits sur les différentes listes. Alors, c'est toute liste d'attente d'organes confondus, mais il y a quand même 23 000 patients qui ont été inscrits en liste d'attente. Et la différence entre le nombre de patients greffés et le nombre de patients inscrits augmente chaque année. Pour chaque personne sur liste d'attente, je veux dire, il y a un rein pour 5 personnes. Donc, et on attend combien de temps en général? La moyenne nationale est entre 3 et 4 ans en moyenne nationale, mais après ça dépend des endroits où on habite. Malheureusement, il y a une certaine disparité et c'est un grand débat national en ce moment d'ailleurs. Parce que quand il y a une personne décède avec ses 2 reins en bon état, est-ce que les 2 reins, si elle décède au CHU de Grenoble, restent au CHU de Grenoble? Non. Actuellement, il y a un rein qui reste au CHU de Grenoble, c'est la répartition nationale au niveau de l'agence. Et puis un rein qui est proposé, alors soit en fonction de critères d'urgence ou de parfaite compatibilité au niveau national, donc le rein peut partir très loin, soit au niveau régional. Mais il y a un rein qui est, on dit, sanctuarisé, c'est-à-dire qui va rester pour les patients qui sont inscrits sur la liste de Grenoble, c'est-à-dire c'est des patients isérois ou Savoie, Haute-Savoie, Drôme-Ardèche, voilà, et qui sont inscrits sur la liste de Grenoble. Donc ceux qui sont pénalisés, entre guillemets, c'est les grandes villes. À Paris, il y a une liste d'attente bien plus longue qu'ailleurs en France. Grenoble, nous sommes dans la moyenne nationale. Il y a des petites villes où, effectivement, on est greffé un peu plus rapidement. Mais ils ont des listes aussi bien plus petites. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à donner ces organes. À donner, en général. À faire comme Ludivine l'a fait, elle est en parfaite santé. Et surtout, il faut le dire autour de soi. Il faut le dire autour de soi, puisque justement, même si le principe, on l'a vu... Le jour J, on peut difficilement témoigner. Absolument. On va s'arrêter sur cette note optimiste. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Vincent, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Check-up. Numéro d'avant-été. Voilà, d'avant-été, on vous réserve quelques surprises. En attendant, portez-vous bien, à bientôt. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.